Lorsqu'on observe les endroits où se manifeste la vie sur notre belle planète, on peut très facilement remarquer qu'il existe une grande différence entre ce qui vit sous l'eau et à l'air libre. Je pense pas qu'il y a besoin de 46 000 exemples pour voir qu'un dauphin ne ressemble pas à une autruche. Que ce soit au niveau de la faune ou de la flore, chacun a dû faire le choix durant son évolution de s'orienter vers le milieu aquatique ou terrestre, en fonction de ce qui était le plus avantageux pour lui. Mais là où ça devient un peu flou, c'est qu'en observant les groupes de classification du vivant, on remarque très vite que certaines familles vivent à la fois dans ces deux milieux, indiquant que certaines espèces ont donc choisi de changer leur habitat. Que ce soit de la terre à la mer ou de l'océan vers les continents, tous ces organismes ont donc évolué en passant de l'un à l'autre, et parfois en retournant même dans leur habitat d'origine. Ainsi, dans certains cas, on se retrouve avec des animaux étant passés du milieu aquatique au milieu terrestre, et qui par la suite ont décidé de retourner à la mer, comme c'est notamment le cas de l'ancêtre de la baleine, anciennement terrestre, et qui par de longues années d'évolution est retourné progressivement vers le milieu aquatique. Pour ceux qui s'intéressent, il existe d'ailleurs une très bonne vidéo de Jurassic Tube sur le sujet, où chaque étape et espèce sont détaillées. Du coup, il est clair et net que ces deux milieux présentent des avantages, mais l'exemple de la baleine nous montre bien que pour un animal, la question de l'environnement idéal ne semble pas être aussi arbitraire que l'eau c'est bien et l'air c'est nul. Mais malgré tout ça, l'un des deux ne serait-il pas meilleur que l'autre pour se nourrir, se déplacer, voire se reproduire? Eh bien c'est la question qu'on va se poser. Avant toute chose, il faut savoir que sous l'eau comme sur Terre, les espèces peuvent être séparées en deux parties différentes, que l'on peut appeler grossièrement partie aérienne et partie terrestre. Pour ce qui est de l'océan, cela se manifeste généralement avec les espèces dites benthiques, qui reposent sur le fond marin, et les autres dites pélagiques, qui évoluent dans toute la colonne d'eau, du fond jusqu'à la surface. Grosso modo, benthique ça marche ou ça rampe, et pélagique ça nage ou ça flotte. Dans cette vidéo, nous allons donc voir point par point s'il ne serait pas plus avantageux de vivre dans un milieu aquatique. Mais tous les exemples et arguments qui vont suivre ne vont pouvoir être applicables qu'aux espèces pélagiques. Donc j'irai pas jusqu'à dire que les coquillages et les oursins on s'en fout, mais tout ne va pas pouvoir s'appliquer à eux. Pour commencer, il va nous falloir trouver quelles différences entre l'eau et l'air sont les plus intéressantes pour un organisme vivant. Et pour cela, on a de la chance puisqu'on a à disposition plusieurs exemples assez concrets. Si dans ces deux milieux je décide d'effectuer un déplacement, il est presque sûr à 100% que je ressentirai un effort plus important à fournir dans la situation où je suis immergé. Mais la question, c'est pourquoi ? Eh bien c'est tout simplement parce que dans un liquide, la disposition des molécules est bien différente que chez un gaz, et que donc lorsqu'on se déplace, on entre en contact avec beaucoup plus de résistance. Du coup, si on en reste là, la vidéo est finie, c'est beaucoup plus difficile de se déplacer dans l'eau que dans l'air, donc basta, vaut mieux arrêter là. Sauf que non. Si on pose dans la même situation un animal marin se retrouvant sur la terre ferme, eh bien tout s'inverse complètement, cela est beaucoup plus difficile pour lui de se déplacer à l'air libre. Tout cela n'est donc qu'une histoire d'adaptation au milieu, du coup le critère de l'eau c'est moins bien parce qu'on s'y fatigue plus vite et ben on peut juste répondre bah t'as qu'à évoluer. Mais par contre cette résistance qui nous fatigue, on peut lui trouver une toute autre utilité qui elle est un avantage considérable pour la vie aquatique. Faisons la même expérience que tout à l'heure, mais cette fois-ci en restant immobile. Dans cette situation, au bout d'un certain temps, la fatigue se fait beaucoup plus ressentir à l'air libre. Tout le monde a déjà expérimenté, rester debout trop longtemps, ça finit par faire mal, car on ressent la force de la gravité terrestre. Mais sous l'eau, est-ce exactement la même chose ? Non ! Effectivement, dans ce milieu, notre poids n'est pas diminué, mais on le ressent beaucoup moins du fait de ses propriétés physiques, ce qui est d'ailleurs utilisé durant l'entraînement des astronautes pour simuler l'absence de gravité. Mais en biologie, ne pas ressentir son poids, c'est avant tout une énorme économie d'énergie. Pas besoin de soutenir son corps, donc pas besoin d'avoir une structure très solide, et donc de fournir un grand effort. En bref, c'est beaucoup moins dur que de devoir marcher et de se tenir sur deux jambes. Cet effet de flottaison permet aussi un déplacement 1000 fois plus facile qu'à l'air libre, car une simple poussée dans ce fluide permet de parcourir une distance, ce qui est utilisé chez bon nombre d'animaux. En comparaison, ça marche beaucoup moins de notre côté. Du coup, pour ce qui est de se déplacer, c'est clairement l'eau qui remporte la manche, et en plus, dans ce milieu, l'environnement est relativement homogène, ce qui est aussi important. Si l'endroit dans lequel vous vivez reste relativement le même au cours de l'année, pas besoin de s'adapter à des changements, que ce soit au niveau de la température, du climat ou du terrain. Sur Terre, c'est pas forcément la même chose. On a quand même une énorme variété d'écosystèmes, chauds, froids, humides, verdoyants, arides, et qui sont en plus soumis au rythme des saisons, ce qui a tendance à complexifier encore davantage les situations auxquelles peut faire face la vie. Alors qu'en milieu aquatique, ces changements sont beaucoup moins importants. De plus, là où une montagne, un désert ou une rivière empêcherait un animal ou une plante de pouvoir voyager, sous l'eau, il n'existe pas vraiment de limite physique, ce qui va permettre une dispersion des espèces beaucoup plus importante, qui dans certains cas peut engendrer un sacré bordel. Hashtag crabe royal, hashtag colherpe. Maintenant que ce point est réglé, il va falloir qu'on passe au suivant. Concrètement, est-il plus facile de se procurer de la nourriture sous l'eau ou sur Terre ? Et là, on va voir que c'est pas si simple de les départager.
Quand on parle de nourriture dans le monde vivant, on a affaire à ce qu'on appelle des chaînes alimentaires et des réseaux trophiques. Une chaîne alimentaire, c'est ce qui relie des êtres vivants entre eux par rapport à leurs besoins nutritifs. Le coquillage mange les algues, le poisson mange les coquillages, les hommes mangent le poisson. Les réseaux trophiques, eux, comprennent toutes les chaînes alimentaires d'un même environnement, créant ainsi de multiples relations entre les êtres vivants et permettant de comprendre comment tout fonctionne. Grosso modo, qui mange quoi et comment. Au sein de ces grands systèmes, on distingue alors ce qu'on appelle les producteurs primaires, qui constituent les premiers niveaux de nourriture disponibles. Sur Terre, cela concerne principalement les plantes, et dans l'eau, le phytoplancton. Celui-ci est en quantité si importante qu'il produit les 2/3 de l'oxygène que nous respirons. Ça fait quand même pas mal de gaz. Donc là, on parle de tonnes de nourriture potentielle, qu'il est parfois possible de voir depuis le ciel. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Malheureusement, recherche après recherche, je ne suis tombé sur aucune réponse ou article comparant cette nourriture avec celle que l'on peut trouver sur Terre. Donc bon, j'étais dans une impasse. Finalement, je suis arrivé à la conclusion que la quantité de nourriture n'était peut-être pas la solution pour départager ces milieux, mais plutôt que c'était la manière de l'obtenir. Dans le milieu marin, il existe d'énormes tapis roulants circulant à travers toute la planète, qu'on appelle les courants océaniques, et qui sont dus à des différences de salinité et de température à certains endroits. Pour faire simple, l'eau chaude ça monte et l'eau froide ça descend. Et toute cette circulation produit de formidables phénomènes qui ont pour effet de ramener à la surface toutes sortes de nutriments et de faire parvenir l'oxygène en profondeur. Ainsi, on est en face d'un cycle faisant circuler toute la nourriture et l'énergie marine un peu partout. Donc ça y est, on le tient notre avantage, car sous l'eau, on peut observer une diffusion des éléments nutritifs, là où chez nous, ils restent piégés dans le sol. Et cette caractéristique permet notamment l'existence des suspensivores, qui sont des organismes filtrant les particules en suspension dans l'eau, dans lesquels on retrouve notamment certains requins, éponges et même les baleines. Donc ça fait quand même un paquet d'animaux qui bénéficient de cette aide, et en plus on a vu qu'ils étaient loin d'être petits, ce qui nous prouve bien que cet apport en nourriture est quand même assez important. Mais bon, que se passerait-il si malgré tout ce confort, copuler dans la mer n'était pas si rentable? C'est un fait, la majorité des organismes vivants sont composés d'eau et en ont donc besoin pour survivre et se développer. Le problème, c'est que dans un milieu aquatique, celle-ci est présente un peu partout, et de plus, on a vu juste avant que pour ce qui est de la nourriture, c'est pas ça qui manque. Alors du coup, qu'est-ce qui oblige les parents à s'occuper de leurs gosses? Là où sur Terre se sont développés des mécanismes de protection des embryons et d'accompagnement des jeunes progénitures, sous l'océan, on observe parfois d'énormes orgies se soldant par la libération des œufs de façon totalement random. Le poisson, l'instinct maternel, il en a rien à carrer. Et là où ça coince, c'est qu'entre ceux non fécondés, qui se feront manger ou qui finiront détruits, ça fera pas beaucoup de naissances. Et donc la solution, c'est d'en produire un maximum pour pallier à ces désagréments. Ce qui est pas franchement sexy. En comparaison, sur Terre, le rapport de naissance par embryon est bien supérieur, car une fois fécondés, ils sont directement protégés à l'intérieur de la mer ou par une coquille. Ironiquement, vu que c'est plus dangereux, il a fallu trouver des moyens de protection, ce qui donne moins d'embryons, mais qui ont plus de chances de se développer. Bien sûr, il existe des variantes pour l'océan, où des protections apparaissent, comme chez les hippocampes. Mais globalement, pour un même nombre de fécondations, la vie marine dépense beaucoup plus d'énergie à produire des petits fiables. Vaudrait-il alors mieux vivre sous l'eau? Eh bien oui et non. Ensemble, nous avons vu que le milieu aquatique est d'une façon générale beaucoup plus accueillant que celui terrestre. Moins de contraintes, plus de nourriture, mais que cela engendre aussi des revers de médaille qui peuvent nuire à l'évolution des espèces. Le bon compromis, ce serait d'évoluer dans les deux. Commencer dans un milieu confortable où l'on peut se développer, ensuite s'endurcir et apprendre à s'occuper des autres dans un environnement hostile, pour ensuite finir par retourner dans ce milieu si agréable, mais en rapportant avec soi d'énormes avantages évolutifs appris dans les moments difficiles. Effectivement, ce serait l'idéal, on aurait droit à une catégorie d'animaux présentant de nombreux avantages et qui pourrait ensuite les amplifier grâce à l'océan, pour devenir, je ne sais pas moi, plus nombreux, plus intelligents, voire devenir même les plus gros animaux existants sur Terre. En utilisant ce processus mettant la vie face à diverses situations difficiles avant de revenir en milieu accueillant, on obtient alors des organismes détenteurs de nombreuses capacités qui peuvent alors les développer sans contrainte. Du coup, pourquoi l'homme ne pourrait-il pas en bénéficier? Qui sait, il nous arrivera peut-être à nous aussi un jour de revenir là d'où nous venons. Mais en attendant, nous sommes plutôt bien adaptés à la vie en surface, et il y a de bonnes chances pour que ça reste ainsi. Mais vous, si vous pouviez choisir votre monde, où décideriez-vous de partir vivre? Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess